Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.7. On va parler ici de puissance. Donc l'objectif de la section, c'est de définir et de calculer la puissance moyenne et la puissance instantanée. Ça va être une petite section très rapide, donc ça fait du bien de temps en temps. Ça va être assez simple là, comme section côté théorie. Donc qu'est-ce qu'on entend par puissance en physique? C'est par définition le taux de variation d'énergie par rapport au temps. Dans le système international, l'unité de la puissance est le watt. Comme par exemple sur une ampoule, quand on dit une ampoule 100 watts, ben les watts donnent l'unité de puissance de l'ampoule. Okay? Et 1 watt, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une unité d'énergie par seconde. Donc finalement, une puissance, c'est une quantité d'énergie fournie à chaque seconde. Donc je reviens à mon exemple d'ampoule de 100 watts. Qu'est-ce qu'elle fait l'ampoule de 100 watts? Eh bien, elle émet 100 joules d'énergie par seconde. D'où sa puissance 100 watts, tout simplement. Ben, ça, c'est un exemple pour une ampoule, mais on peut appliquer cet exemple-là dans la situation de variation d'énergie potentielle gravitationnelle ou de variation d'énergie cinétique. Okay? Le joule d'énergie ici peut s'appliquer dans tout plein de situations. Donc, voici un autre exemple. Donc, Albert soulève une brique de 2 kg sur une distance verticale de 1,5 m en 1,4 secondes. On désire déterminer la puissance moyenne associée à la variation d'énergie potentielle gravitationnelle de la brique. Ici, on comprend que Albert soulève la brique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que la brique s'élève un peu dans les airs, elle gagne de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, elle gagne de l'énergie à chaque seconde. Et donc, nous, on veut calculer quelle est la puissance moyenne. Donc, autrement dit, quelle quantité d'énergie moyenne gagne la brique par seconde. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on calcule quelle est la différence d'énergie potentielle gravitationnelle par rapport à sa situation initiale jusqu'à sa position finale. Donc, pour faire ça, on cherche variation d'énergie potentielle gravitationnelle. C'est mgy, mais là, vu que je veux la variation, ça va être mg fois la variation de hauteur. Okay? Donc, 2 fois 9,8 fois la variation de hauteur, on nous la donne dans l'énoncé, c'est 1,5 m. Donc, on voit que ça donne 29,4 joules. Ça, c'est la quantité d'énergie que Albert a dû donner à la brique afin de l'élever comme ça dans les airs ici. Quantité d'énergie. Et là, pour trouver la puissance, ben, comme on a dit, la puissance, c'est de l'énergie divisée par une unité de temps, par seconde. Donc, on a une variation d'énergie de 29,4 joules. Mais dans l'énoncé, on disait qu'Albert, ça lui prend 1,4 secondes pour faire ça. Et donc, nous, on va diviser 29,4 joules par 1,4 secondes. Ça va donc nous donner des unités de joules par seconde qui sont des unités de watts. Donc, effectivement, on obtient 21 watts, comme ça. Okay? Tout simplement. Ce 21 watts-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, ça veut dire qu'en moyenne, la brique va gagner 21 joules d'énergie potentielle gravitationnelle à chaque seconde. Par seconde. Des watts, c'est des joules par seconde. Et donc, juste avec le petit exemple qu'on vient de montrer, on peut, à partir de ça, trouver l'équation générale pour la puissance moyenne. Donc, puissance moyenne, ça s'écrit comme ça, P avec une barre au-dessus, la barre veut dire moyenne. Donc, c'est la variation d'énergie par rapport à la variation de temps. Donc, la durée là, de la variation d'énergie, c'est l'intervalle de temps delta T. Ou encore, c'est aussi égal au travail fait sur l'objet divisé par delta T. Ben oui, parce que souvenons-nous que ce qu'on avait appelé le travail, c'était quoi? C'était la variation d'énergie. Le travail, c'est quand, par exemple, on a du frottement. Donc, le frottement, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève de l'énergie. Donc, c'est une variation d'énergie. Donc, autrement dit, le travail, c'est synonyme à delta E, variation d'énergie. Donc, les deux formes sont parfaitement équivalentes. Pour un intervalle de temps delta T qui tend vers 0, c'est comme si on partait de ma puissance moyenne, mais on faisait tendre delta T vers 0. On a déjà vu ça, souvenons-nous, ça fait longtemps, là, quand on faisait des vitesses moyennes puis qu'on cherchait la vitesse instantanée, on faisait tendre delta T vers 0. Et donc, l'opérateur delta devenait un opérateur dérivé. Bon, on fait essentiellement la même chose. Donc, quand delta T tend vers 0, ma puissance devient ce qu'on appelle une puissance instantanée. Donc, on a ici là, cette tendance-là. C'est une limite. On prend ma puissance moyenne, W sur delta T, mais on prend la limite lorsque delta T tend vers 0.
Ce faisant, ça devient une dérivée. Donc, ma puissance instantanée, vous voyez, il n'y a pas de barre ici, là. Pas de barre, ça veut dire instantané. Avec une barre, ça veut dire moyenne. Donc, puissance instantanée, c'est la dérivée du travail par rapport au temps. Ensuite, on fait une petite démonstration. Là, cette démonstration-là, c'est pas quelque chose à apprendre par cœur. Là, je vous le montre parce que c'est très rapide. Mais si on avait à prendre une quantité infinitésimale de travail, donc dW, effectuée par une force pendant un intervalle de temps infinitésimal, un petit intervalle de temps dt, on sait que le travail, c'est le produit scalaire entre la force et le déplacement. Donc, dans ce cas-ci, ça serait un petit travail, serait égal à la force fois un petit déplacement. Donc, c'est de là que vient cette équation-là. Et là, je reprends mon équation de puissance instantanée qu'on a vue à la diapo précédente et je remplace le dW là, par F fois ds. Et donc là, je peux mettre en avant comme ça ma force. Donc, ça devient, ma puissance instantanée devient le produit scalaire entre la force et la dérivée du déplacement par rapport au temps. Mais ça, dérivée de déplacement par rapport au temps, on a déjà vu ça au chapitre 1, ça s'appelle une vitesse. Hein? Un déplacement par rapport au temps, c'est une vitesse. Et donc, de cette façon-là, je peux remplacer ds dt par vitesse. Et donc, on obtient la puissance instantanée, c'est égal au produit scalaire de la force fois la vitesse de cet objet-là. On avait vu deux façons d'écrire ou de développer le produit scalaire. Hein? On avait vu ça quand on avait défini là, la définition du travail. C'est un produit scalaire. On a vu deux façons de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. Ce sont les deux façons qui sont là. Donc, première façon, c'est la grandeur de la force fois la grandeur de la vitesse fois cosinus de θ. θ, c'est l'angle entre la force et la vitesse de l'objet. La deuxième façon, c'est la multiplication composante par composante. Donc, composante en x de la force fois la composante en x de la vitesse, plus composante en y de la force fois composante en y de la vitesse. C'est les deux façons qu'on a là, de calculer ça. Ensuite, il y a d'autres unités de puissance ou d'énergie qu'on va rencontrer de temps en temps. Ce qu'on appelle le horsepower, ça c'est en anglais, en français c'est des chevaux vapeur. C'est une vieille unité de puissance. Par contre, on la retrouve encore de nos jours, cette unité-là, notamment, surtout quand on parle de moteur. Peut-être qu'éventuellement, vous allez vous acheter un automobile. Eh bien, la puissance du moteur, elle n'est pas donnée en watts, elle est donnée en chevaux vapeur, en horsepower. Et donc, nous, notre unité du système international, là, c'est les watts. C'est les watts qu'on veut toujours utiliser. Donc, si vous voyez une puissance en horsepower, il faut tout d'abord, tout simplement, faire la conversion vers des watts. Donc, c'est une conversion un peu bizarroïde, là. 1 horsepower, ça vaut 746 watts. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, ça a été la conversion qui a été établie. Donc, nous, on veut travailler en watts, donc souvent, il faudra faire là, cette conversion-là. Un autre type d'unité qui... ça ici, c'est une unité d'énergie. Ce n'est pas une unité de puissance. Le kilowatt-heure. Là, vous allez dire, oui, mais c'est des watts. Non, c'est des kilowatts fois des heures. Kilowatt-heure, ça veut dire 1 kilowatt fois 1 heure. Donc oui, bien sûr, il y a le mot watt à l'intérieur. Donc on pourrait penser que c'est une unité de puissance. Mais puisque c'est multiplié par des heures, ça devient des unités d'énergie. Bon, voici pourquoi. 1 kWh, comme je viens de le mentionner, c'est 1 kW fois 1 heure. Ben, je peux développer ça, cette multiplication-là. 1 kW, ça veut dire 1000 watts, fois 1 heure, si je le transforme en secondes, 1 heure, c'est 3600 secondes. Hein, parce que dans 1 heure, il y a 60 minutes, et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, 1 heure, c'est 60 fois 60, ça donne 3600 secondes. Bon. Donc, 1 kWh, c'est ça. 1000 watts fois 3600 secondes. 1 watt, on l'a vu tantôt, c'est une unité qui est équivalente à des joules par seconde. Donc, si je fais 1000 joules par seconde fois 3600 secondes, vous voyez que les unités de seconde vont s'annuler. Et donc, tout ce qui va me rester, c'est des joules. 1000 fois 3600, ça donne 3 600 000 joules. Donc, vous voyez, ça, c'est une unité d'énergie. Pour une façon d'écrire un peu plus condensée, ben, on remarque que 3 600 000 joules, c'est 3,6 fois 10 à la 6. Et des fois 10 à la 6, c'est des mégajoules. Okay? Ça, c'est un préfixe qu'on avait vu là, dans les unités au début. Là. Fois 10 à la 6, des millions de joules, c'est des mégajoules. Donc,
Tout ça pour dire qu'un kWh, c'est équivalent à 3,6 mégajoules. C'est une unité d'énergie. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la section 3.7. On se retrouve très bientôt pour la prochaine section du chapitre 3, c'est-à-dire 3.10. On saute par-dessus 3.8 et 3.9.